souhaite, au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe d'Emergence, la bienvenue dans ces magnifiques salons du tapis rouge. Nous célébrons cette année l'anniversaire des CHSCT, une année 2012 qui a connu de nombreux colloques, des salons, de multiples événements qui se proposaient de célébrer la jeune trentaine du CHSCT et qui en même temps, mais un petit peu comme on le fait auprès d'un jeune diplômé, se posait la question de ce qu'il allait enfin faire maintenant. Je voudrais dire aussi qu'aujourd'hui, 30 ans après, les CHSCT, c'est vraiment ressenti comme l'IRP qui monte. Qui monte sans doute en raison de l'acuité des questions de conditions de travail dans les entreprises, on en discutera, mais aussi parce que c'est sans doute parmi les IRP, les trois grandes, les CE, DP et CHSCT, celle qui a le plus de droits en matière d'intervention, c'est-à-dire celle où réellement on peut, y compris, obtenir une décision contre l'avis de l'employeur. C'est parce qu'il y a crise que nous devons, d'une manière impérative, urgente, et la toute première urgence, c'est de s'interroger, de se réintéresser et de reprendre la main sur le travail. On sent monter dans l'ensemble de nos réunions, de nos rencontres dans les unions départementales, les UL, en fait dans l'ensemble de l'organisation, monter en résonance l'importance du CHSCT. Le CHSCT ne doit plus être, je veux dire, le parent pauvre de l'ensemble du mouvement syndical, mais doit être le déterminant de notre démarche revendicative. Si on est d'accord que le travail est en centralité, le CHSCT est l'élément, ou doit être l'élément moteur de notre démarche revendicative dans nos syndicats. Le médecin du travail, c'est un instrument du CHSCT. Et bien évidemment, il va, du point de vue de sa professionnalité, construire quelque chose avec le CHSCT. Mais il faut bien que vous compreniez que la médecine du travail est à la croisée des chemins. Soit effectivement, elle reprend un essor du côté, bien évidemment, de l'action commune avec les CHSCT, soit, et je vous mets en garde, elle se transformera en médecine de sélection de la main-d'œuvre, c'est-à-dire une médecine qui sélectionnera à l'embauche et qui évacuera les inemployables. C'est déjà le cas. Une inaptitude au poste à l'heure actuelle se traduit par 90% de licenciements. Et moi, je crois profondément que l'être humain, il est d'abord et avant tout un être de collectivité, même si nous sommes des individus. Et quand on nie la condition collective du travail, quand on nie le fait qu'on fait œuvre commune en étant ensemble au travail, à partir de là, on abîme le travail, mais on abîme aussi l'être humain. Cette évaluation individuelle du travail, elle a des conséquences redoutables. Elle a des conséquences pour les salariés dans l'entreprise, mais est-ce qu'elle n'a pas des conséquences également sur le fonctionnement de la société? Comment est-ce que l'on peut évaluer une personne sur, soi-disant, son travail? En réalité, on n'évalue pas son travail, on évalue les résultats de son travail. On n'évalue pas les résultats de son travail, on évalue les résultats que l'on perçoit de son travail parce qu'ils apparaissent comme intéressants pour l'entreprise. Et donc, on lui demande d'avoir les meilleurs résultats possibles. On lui demande donc d'ignorer les personnes qui sont autour d'elle. On lui demande d'être plus compétitive. Comment est-ce qu'on peut demander à une personne, c'est une vraie question anthropologique, d'être la plus compétitive que possible dans son activité en ignorant celles et ceux qui sont autour d'elle dans son travail, et ensuite de lui dire que quand cette personne va sortir de l'entreprise, elle va devoir être un bon conjoint, un bon parent, un bon citoyen animé par des ambitions altruistes et civiques. Il y a là un véritable divorce qui est absolument insupportable.
il y a une pression accrue en matière de santé au travail et une pression parallèle sur les syndicats pour accepter, en fait, dans le cadre d'accords de compétitivité, cette pression sur les salariés et pour quelque part relativiser finalement la défense de la santé au travail qui redevient finalement un coût au lieu des employeurs, même quand on discute avec eux, ils disent mais non, c'est pas un coût, on a un devoir de résultat dans ce domaine-là. Mais en même temps, dès qu'on aborde la question de l'emploi, elle devient surdéterminante par rapport à la question de la santé au travail. Et je crois que c'est pour ça qu'il importe de désamorcer, de regarder ce qu'il y a derrière tout ce débat autour de la compétitivité pour ramener vraiment aux vraies questions, d'abord de la défense de la santé et des intérêts des salariés, mais aussi de remettre en question le contexte global en fait, de l'économie et de cette mise en concurrence des salariés au niveau de chaque entreprise, au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial. Quel droit produire aujourd'hui pour élargir le domaine d'intervention des CHSCT sur l'organisation des conditions de travail? Comment agir sur les interventions frileuses des médecins du travail? Dès qu'il s'agit de monter en négociation avec la direction, il y a un DP, un délégué syndical, secrétaire du CHSCT, secrétaire du CI. Donc, ce comité qui monte avec ce cahier exige de la direction que soit les revendications des élus du CHSCT soient à l'ordre du jour dans un premier temps. Un élu du CHSCT, dès qu'il est élu, notre première réaction, c'est de l'envoyer en formation pour qu'il soit efficace. Comment faire vivre les CHSCT dans les unités économiques et sociales? Nous, on voit que l'organisation du travail, en ce qui concerne notre employeur, le service public hôpital de Marseille, c'est pas vraiment la protection des salariés qui la guide, puisque le travail en 12 heures, qui a été un horaire dérogatoire exceptionnel, est en train de devenir une règle qui va devenir pratiquement la règle de vie de toute l'institution. La seule compétitivité pour un soignant, mais même pour le personnel ouvrier ou le personnel administratif qui travaille, parce que dans la fonction publique, on est au service, ce matin on parlait de la banque, on est au service. La seule compétitivité que nous on devrait avoir, c'est le bien-être du malade et vous soigner correctement, arriver effectivement à ce qu'il n'y ait plus de mort. C'est la seule compétitivité qu'on peut accepter. Et aujourd'hui, nous dire ça coûte de l'argent, c'est pas ça. Nous, quand on nous dit faut être meilleur que l'autre, c'est meilleur que l'autre, oui, mais au service de l'autre. Voilà, c'est ça. Et ça, je crois qu'on ne le supporte pas. Enfin, on ne peut pas accepter d'être meilleur que l'autre pour autre chose que de soigner. Un message d'espoir, vous n'êtes pas tout seuls, les camarades. On a tous les outils pour pouvoir bosser. Le CHSCT, c'est super important. Et toute cette souffrance, il faut prendre du recul et avancer. Auprès des salariés, l'idée qui remonte le plus dans les discussions actuellement, vous pouvez faire le test, c'est pas le salaire parfois qui arrive en tête, c'est les conditions de travail. C'est les conditions de travail qui viennent en tête des préoccupations des salariés. Dans les lois Auroux, il y a quand même un droit d'expression des salariés. Comment aujourd'hui on peut le réactiver, le rafraîchir pour qu'il devienne opérationnel et que ce soit un outil commun pour nos organisations syndicales et les CHSCT. On doit réussir à convaincre les collègues, parce que c'est là que le bas blesse, c'est que les collègues ne sont pas convaincus de l'efficacité des luttes. Et c'est là tout le travail que nous avons à faire. Malheureusement, les jeunes ont du mal à trouver du boulot, mais le problème c'est que les seniors, on les garde dans les entreprises et on leur demande d'être des athlètes de haut niveau. Et on va les garder jusqu'à 60, 65 ans, voire 70 ans. Et là, moi, j'ai un énorme problème. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau des CHSCT? Parce que là, les gens vont mourir en pagaille. Il va y avoir des catastrophes. C'est vrai que dans le cas du CHSCT, c'est vraiment bien de former nos élus et qu'ils sachent quelle revendication il faut faire pour que le patron sache que quand il a les élus CHSCT en face de lui, ce n'est pas pour aller dans son sens. Ce que l'on observe, c'est qu'il y a un phénomène de millefeuille sur les missions des CHSCT. Ce millefeuille qui est construit à la fois par la voie réglementaire, par exemple sur les questions de l'environnement, etc. Mais il est aussi construit par une évolution des demandes de la part des salariés dans les entreprises. Et puis, il est aussi construit par une évolution de la jurisprudence. Quand la jurisprudence dit, quand il y a un système d'évaluation qui est mis en place dans l'entreprise, vous devez passer cette question-là au CHSCT, ça, c'est sûr qu'il y a 15 ans, on ne posait pas cette question.
Donc on voit bien qu'on a des éléments de millefeuille et que ça demande, pour les partenaires sociaux avec l'État, de redéfinir et de repositionner un peu l'ensemble de ce cadre avec toutes les avancées qu'on a pu connaître dans les 30 ans. Parce que le cadre, il a été construit en 1982. C'est un peu comme si on avait acheté la garde-robe en 1982 et qu'on porte toujours les mêmes vêtements, alors que, évidemment, les mentalités, les contextes ont beaucoup changé. Je crois que le CHSCT, il est pour moi devenu l'organisme principal dans une entreprise. Moi, je dis toujours, il y a deux personnalités importantes dans l'entreprise. Il y a le patron et le secrétaire du CHSCT. Le CHSCT, aujourd'hui, il intervient. Son champ d'action a évolué avec le Code du travail. Il intervient sur la santé, sur la sécurité, sur les conditions de travail, sur les organisations du travail. Il est pour moi plus important que le comité d'entreprise. Donc, il faut y mettre les meilleurs. Si ce qu'on dit est vrai sur les conditions de travail, sur les gens qui vont mal, sur ce qui a empiré, alors il faut réévaluer le CHSCT, il faut le réarticuler avec le comité d'entreprise et il faut lui donner d'autres moyens.